Bonsoir à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence de notre cycle Questions de société qui est consacrée aujourd'hui donc, à l'illusion du contrôle animée par Monsieur Berger. Donc, Monsieur Berger, vous êtes professeur de droit à l'Université Jean-Moulin Lyon 3, délégué auprès de l'Institut universitaire de France. Vous avez enseigné dans les universités de Paris-Panthéon-Sorbonne, de Rouen, de Paris-Nanterre, de Nouvelle-Calédonie. Et vous êtes membre de l'équipe de droit international européen et comparé et du réseau universitaire européen droit de l'espace, de liberté, sécurité et justice. Vous dirigez également le programme de recherche internationale pluridisciplinaire IFITIS. Vous avez publié notamment Les ordres juridiques chez Dalloz en 2015, La pratique du droit de l'Union européenne par le juge judiciaire en 2016, Operating Law in a Global Context en 2017 et Global Phenomena and Social Science en 2017. Alors vous avez évoqué aujourd'hui les flux de circulation de plus en plus étroitement liés à l'action humaine, alors que ce soit les flux migratoires de données, de capitaux ou les déchets. Ces mouvements de circulation échappent au contrôle des acteurs qui les ont créés, États, entreprises, individus. Vous allez notamment développer l'idée que le contrôle de l'homme s'exerce nécessairement dans un environnement global qui échappe à sa maîtrise. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre le micro. Merci pour cette parfaite organisation. Merci aux uns et aux autres d'être présents, d'avoir bravé les quelques gouttes de pluie. Bientôt le régime des partiels, mais voilà, je ne sais pas quel est mon public. Vous travaillez ici, la plupart d'entre vous, l'extérieur, voilà. Donc vous êtes, il y a des activistes, on va voir s'il y a des activistes ici, et de quoi je le saurai après. Voilà. Je vais vous présenter un thème qui est en rapport avec le programme de recherche financé par l'Institut universitaire de France. Je ne sais pas si vous connaissez cet institut, c'est un institut à la française, c'est-à-dire qu'il est sans les murs. Hein. La France est championne pour faire des choses sans les murs parce que ça ne coûte rien. Hein. En gros, on crée un institut, puis on dit à chaque membre de l'institut, ben, vous restez dans votre institution. Moi, je suis à Lyon 3 et donc je reste à Lyon 3. Mais j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'une décharge de cours importante, d'un fonds, le droit n'a pas besoin de nécessairement beaucoup d'argent, mais d'un fonds de recherche. Et donc, je peux me consacrer à quelque chose qui est très différent par rapport à ce que j'ai fait auparavant. Alors, je suis un peu comme quelqu'un qui se place en situation d'incompétence, c'est-à-dire que je prends un sujet où je vais devoir réapprendre en quelque sorte à faire du droit au départ de mon sujet. Mon sujet est un dossier original qui n'est pas actuellement installé dans le paysage juridique. Et mon boulot, c'est d'essayer de le traiter parce que je pense qu'il y a une utilité ou un intérêt à le faire. Alors le titre de la conférence d'aujourd'hui, l'illusion du contrôle, est un titre qui pourrait appeler des interventions de la part de bien des disciplines. Et je vais avoir un propos qui va être assez détaché du droit pendant... Je vous sens plutôt rassuré, j'espère. Assez détaché du droit pendant au moins la moitié de mon temps de présentation. Et puis ensuite, petit à petit, je vais reboucler à des questionnements juridiques. Je vais partir de l'idée que vous n'êtes pas juriste. Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle? Juste que ça si, il y a une ancienne étudiante, mais sinon, il n'y a qu'une juriste. Vous êtes la juriste, donc vous êtes la seule à pouvoir dire que je dis des bêtises, je vais en profiter et en abuser. Voilà, donc je vais essayer de vous ouvrir à des réalités juridiques, sachant que le point d'accroche qui est le mien n'est pas juridique, donc ne devrait pas vous poser de difficultés d'accès. Et je vais essayer quand même de vous montrer que le droit présente un intérêt ou ses possibilités de traitement de mon objet qui est un peu étrange. Alors avant ça, il faut que je vous parle un peu du droit en général, en quelques mots. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, je vais simplement vous expliquer comment le droit est quelque chose qui crée son propre monde. En droit, on fait une grande distinction entre deux notions qui sont actuellement reprises par la plupart des juristes. Ça peut être contesté, mais c'est vraiment l'état général des mentalités. Première notion, on considère l'être, c'est-à-dire la réalité. Et puis on dit que le droit n'est pas dans le monde de l'être, mais du devoir être. C'est-à-dire que le droit est là pour essayer de fabriquer un monde qui n'existe pas dans la réalité, mais
on pense qu'il devrait exister. Hein. Alors on imagine que on va créer un monde où il n'y a pas de criminalité, où il n'y a pas de trafic, où les règles définies en commun sont respectées par tous. Bon, bref, ça c'est le monde du droit. Mais il faut bien que vous compreniez que le droit est finalement assez loin des réalités. C'est-à-dire que son objectif n'est pas de rendre compte du réel, mais il est de transformer le réel pour essayer d'en faire quelque chose. Et donc, le droit n'est pas très nécessairement rivé sur les réalités, contrairement par exemple aux sociologues, qui eux vont avoir l'obsession d'essayer de saisir la société, ou l'anthropologue de saisir l'humain dans des situations. Nous sommes toujours un peu décalés par rapport aux réalités. Nous avons bien sûr un regard sur la réalité, mais notre boulot, c'est pas encore une fois de rendre compte de ce qui se passe, mais de trouver des solutions pour que ce qui se passe change pour accéder à un autre état. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut que maintenant je vous présente l'objet qui est le mien, qui n'est pas un objet du droit. C'est-à-dire que mon point de départ n'est pas juridique. Vous devez comprendre que c'est tout à fait bizarre. Chez un juriste, ma démarche étonne beaucoup mes collègues, parce que mes collègues considèrent que leur analyse commence à la règle de droit. Et donc, s'il n'y a pas de règle de droit, ils n'ont rien à dire de particulier sur le sujet. Ils laissent passer leur chemin et ils laissent aux autres disciplines, les sciences dures, les sciences humaines et sociales, le soin de dire quelque chose. Et ce dont je vais parler ce soir n'existe pas aujourd'hui en droit, en tout cas comme ça, en tant que tel. Et donc, mon boulot est d'aller chercher quelque chose qui est à l'extérieur du droit, et essayer de l'amener dans le monde du droit pour voir comment le droit est capable de le traiter. Avant de vous présenter cette chose, je voudrais faire un parallèle entre mon travail et un travail qu'a mené un juriste qui s'appelle Raphaël Lemkin à la première moitié jusqu'au milieu des années 50 du XXe siècle, a fait à propos du génocide. Cet homme s'appelle Raphaël Lemkin, donc comme je vous l'ai dit, c'est un juriste. Et dans les années 30, à la suite probablement du génocide arménien, il travaille avec des tas de gens d'autres disciplines que juridiques, le phénomène génocidaire, et il comprend que le droit est incapable d'appréhender le phénomène génocidaire. C'est-à-dire que la justice pénale ordinaire a beaucoup de difficultés face à l'ampleur du phénomène génocidaire, à traiter le sujet. Et il explique particulièrement que dans le cas du phénomène génocidaire, il n'y a pas d'action, il y a très peu d'action en rapport avec l'importance du crime commis, en tout cas à l'époque. Pourquoi ? Parce que les victimes qui ont survécu culpabilisent d'avoir survécu, donc elles évitent d'agir. Et bien sûr, vous l'imaginez, les bourreaux évitent de se faire remarquer et de se présenter devant les tribunaux. Et donc il y a une sorte de paralysie de l'action pénale qui est, dans son schéma traditionnel, rivée sur le traitement individuel des cas. On ne traite pas des masses, on traite des individus et des responsabilités individuelles. Eh bien, il y a une sorte de décalage entre ce traitement individuel de comportements et des phénomènes d'une telle ampleur qui dépasse simplement l'action d'un individu qui aurait porté le coup fatal à un autre. Et il dit il faut changer. Alors il faut changer tout, c'est-à-dire il faut introduire en droit ce qu'on appelle une nouvelle qualification juridique, c'est-à-dire un nouveau crime, qu'il a appelé le génocide. Et deuxième élément, il faut inventer une justice capable de traiter de ces cas, et il parle bien sûr de justice internationale, et il imagine, dans les années 30, c'est totalement précurseur, il imagine des dispositifs de justice pénale internationale qu'on va éprouver pour la première fois avec le procès Nuremberg, et qu'on va ensuite systématiser. Vous avez dans votre esprit, je pense, des tas d'exemples de par le monde, bien sûr avec la Cour pénale internationale, mais pas seulement, il y a des tas de cours régionales qui traitent du sujet. Donc voilà la démarche d'un homme, Raphaël Lemkin, qui comprend une réalité, qui ne la comprend pas avec les outils du droit, parce que le droit, encore une fois, ne sait pas ce que c'est, à l'époque, et qui essaye de faire ce passage entre la réalité et le monde du droit, avec un travail sur le vocabulaire, mais plus que ça, avec un travail sur les règles, les procédures à inventer. Alors ma recherche, que je vous présente ce soir,
en termes de questions de société, hein, rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans le détail de mon travail sur le plan purement technique, n'a rien à voir avec le génocide. D'abord, je ne suis pas Raphaël Lemkin, juste pour le petit mot, Raphaël Lemkin est décédé dans la plus stricte intimité. Ça ne lui a pas apporté aucune gloire, au contraire, il a même fini dans une fosse commune avec peu d'argent à New York. Donc pour vous dire que ce n'est pas une question de gloriole, cette histoire, ce n'est pas du tout le propos. Mon objet porte sur ce que j'appelle des circulations provoquées par l'homme et qui échappent à son contrôle. En anglais, le projet, c'est « Full Movement Beyond Control and the Law ». Donc j'essaye d'envisager l'hypothèse où des flux provoqués par l'homme échappent à son contrôle et je me demande si ces hypothèses peuvent intéresser le droit. Si j'interroge un juriste ou des juristes avec des spécialités différentes, parce que le droit c'est un savoir très fortement constitué, difficile d'accès, donc on ne connaît pas tout le droit, on est nécessairement spécialisé dans tel ou tel domaine, et que je leur dis qu'est-ce que pour vous est la circulation, ce que j'appelle la circulation totale au-delà du contrôle, la plupart vont vous répondre j'en sais rien, ça n'existe pas chez nous. Je connais la circulation routière, par exemple. Je connais les questions de flux de marchandises dans le commerce mondial, qui est réglementé par des traités, etc. Je connais des luttes contre un certain nombre de trafics, mais cette histoire de circulation totale au-delà du contrôle, je ne connais pas. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est justement que les juristes ne se reconnaissent pas dans son objet. Et mon travail, ça va être de l'amener au droit. Alors, pour présenter cet objet, je vais, comme je vous l'ai indiqué, pendant un certain temps, une quinzaine de minutes, vous parler de cet objet de manière non juridique ou très faiblement juridique, juste pour essayer de façon vulgaire, et j'utilise ce terme avec, sans aucune connotation péjorative, par un travail de vulgarisation, juste essayer de vous montrer comment cet objet existe. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer comment le droit peut essayer de se l'approprier en restant un peu vague dans mes explications, mais naturellement, on pourra revenir sur tel ou tel point, si vous le souhaitez, dans le cadre des discussions. Alors, prenons d'abord l'objet. Il faut comprendre que le point de départ de mon travail s'inscrit, je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais je l'ai vite vérifié, c'est une chance pour moi, s'inscrit dans une réflexion de très grande ampleur sur des très grandes transformations qui concernent le monde. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas imaginé comme ça, parce que je ne suis que juriste, je ne suis pas géologue, je ne suis pas physicien de l'environnement, mais il y a des théories de géologues, il y a des théories de physiciens de l'environnement qui ont imaginé des choses, décrit des phénomènes qui sont en lien avec mon sujet. Alors je m'explique. Si on prend l'état du monde tel que nous l'avons trouvé, avant que l'homme ou n'essaye d'en prendre le pouvoir et d'en faire la triste chose que nous voyons, en partie évidemment, eh bien nous avons un état de biosphère, c'est-à-dire un état de nature où il y a des flux de circulation. Ces flux de circulation, ils échappent pour une très large mesure à notre contrôle. Les courants marins, tous les flux d'eau liés à la Terre, bien sûr tous les flux aériens, les courants d'air, si j'ose dire, et les masses d'air qui circulent, la tectonique des plaques et je ne sais quoi d'autre, et bien sûr, si vous projetez ça à l'échelle de l'univers, la mobilité des planètes, etc. L'homme a trouvé dans son environnement, quand il est arrivé sur la Terre, des phénomènes de mouvement de circulation géophysique, je ne parle pas de circulation d'idées, de concepts, c'est très pratique, ce que je décris, qui échappent à son contrôle. Et l'homme a cherché, bien sûr, à les canaliser, mais avec un succès tout à fait relatif, bien sûr. Et vous avez très très peu, dans le droit, de discours sur le fait que l'homme devrait contrôler la nature, en tout cas les circulations de la nature. Il y a très peu de choses. Il y a plutôt des règles de droit qui disent que l'homme doit respecter les flux de la nature. Bien. Donc ça, ce sont les flux de ce qu'on appelle la biosphère, l'état de la nature, dans un environnement caractérisé par une ère géologique qui est vieille de 10 000 ans, qu'on appelle l'Holocène. Ça, c'est l'état dans lequel nous avons en quelque sorte trouvé le monde depuis déjà plusieurs milliers d'années. Et puis, maintenant, il faut considérer la technologie de l'homme, les techniques et la technologie fabriquée par l'homme. Il faut imaginer que ces technologies, ces techniques fabriquées par l'homme constituent une masse d'informations. Et des physiciens de l'environnement ont théorisé ça en disant, voilà, dorénavant,
c'est une idée qui circule depuis une cinquantaine d'années, il existerait une technosphère, c'est-à-dire qu'on aurait ajouté à la biosphère, en gros, l'état de la nature, l'état de la technique. Et cet état de la technique a la particularité de circuler en quelque sorte, de fonctionner en vase clos. La technique répond à la technique, en quelque sorte, un peu comme les éléments de la nature qui se répondent les uns les autres. Et puis, il y aurait une sorte de homogénéité de cette sphère de la technologie qui, comme dans la nature, crée des équilibres. Alors, parfois, en supprimant des éléments qui sont plus faibles que d'autres. Bon, enfin, il y a des jeux d'équilibre qui se font. Et donc, ils ont commencé à réfléchir à l'idée qu'au fond, l'homme produisait une masse de techniques et de technologies qui fonctionnait de manière déconnectée par rapport à la nature, avec sa propre équilibre, sa propre homogénéité. Ça, c'est un des points de départ. Et c'est ce qu'on appelle la technosphère. Dans cette perspective de technosphère, il faut comprendre derrière qu'on a une autre perspective qui est la perspective de l'anthropocène. Ça, c'est une vision géologique dont vous avez certainement entendu parler. C'est la thèse selon laquelle nous serions entrés dans une nouvelle ère géologique. Encore une fois, l'Holocène, c'est 10 000 ans. Donc, vous voyez un peu ce qui peut... nous serions au début, en quelque sorte, de cette nouvelle ère. Et quel est, en gros, le sens de cette deuxième ère géologique? C'est de dire que les dynamiques qui animent le monde d'aujourd'hui sont dorénavant la conséquence de l'action humaine et de sa technologie. Et pour une proportion, alors tous ces chiffres sont très discutés, pour une proportion qui serait majoritaire, aujourd'hui, sur la planète, 70% des flux n'auraient plus une origine naturelle, mais auraient une origine humaine. C'est la thèse de l'Anthropocène. Alors maintenant, j'en arrive à mon sujet. Mon sujet, c'est la perte de contrôle. C'est l'idée que tous ces flux provoqués par l'homme échappent à son contrôle. Cette hypothèse, a priori, le droit la traite de manière totalement différente par rapport à la première hypothèse, qui est celle des flux de la nature qui s'imposent à l'homme. Pour les flux de la nature qui s'imposent à l'homme, je vous l'ai dit, il y a très peu de règles juridiques qui expliquent que l'homme doit contrôler les flux de la nature. Il y en a très très peu. Parce qu'on se rend bien compte qu'on est face à un objet tellement important qu'il est difficile pour l'homme d'avoir la capacité de maîtriser les phénomènes de circulation. Pour les flux provoqués par la technologie de l'homme, c'est tout à fait différent. On s'est laissé tenter par l'idée que, puisque l'homme est à l'origine des flux, puisque c'est sa technique qui provoque les flux, ben forcément, il les contrôle. Et il lui suffirait en quelque sorte de débrancher la machine pour que ça s'arrête. La réalité qui est la nôtre aujourd'hui, et c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons perdu la maîtrise d'un certain nombre de flux provoqués par l'homme. Et la révolution que je veux essayer d'amener dans le droit, c'est une révolution qui intéresse bien d'autres disciplines que le droit, intéresser la philosophie, par exemple, l'anthropologie, bien sûr les sciences dures, bref, des tas de domaines. Ce que je veux essayer de faire, c'est de dire, arrêtez de continuer à fabriquer des solutions en pensant que l'homme contrôle les flux qu'il a provoqués. En réalité, ces flux, pour une part de plus en plus importante, lui échappent, et vous devez donc complètement renverser votre perspective. Donc j'essaye en gros d'appliquer à la technosphère, à l'Anthropocène, des schémas de pensée que l'on avait pour l'Holocène et pour la biosphère, spécialement sur la question des flux. Alors de quoi je parle? Je vais vous proposer un exemple pour entrer dans la matière, et ensuite je vais décliner, comme ça a été indiqué dans la présentation, 4 sous-sujets. Je précise une chose, la recherche se donne pour ambition de traiter des sujets très différents les uns des autres, parce qu'ils n'ont pas nécessairement de lien direct les uns avec les autres, parce que je ne veux pas m'enfermer dans un champ. Il y a déjà des tas de gens qui travaillent champ par champ. Je ne prétends pas que tout ça est nouveau. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est une sorte de modélisation. Je crée un modèle abstrait, de réalités extrêmement différentes. Si je peux voir des choses qui se ressemblent dans des domaines très différents, ben, c'est que j'ai peut-être quelque chose qui se rapproche de ce qu'on va appeler la vérité. Et ça, c'est peut-être intéressant à travailler, en tout cas avec mon regard de juriste. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'un éclectisme qui peut paraître bizarre, parce qu'encore une fois, vous verrez, les liens sont difficiles à établir entre ces champs, mais c'est une volonté
un parti scientifique d'essayer d'abstraire au départ de choses très différentes quelque chose qui pourrait réunir ces choses très différentes. Alors, je vais prendre un exemple pour expliquer et ensuite je vais décliner 4 domaines rapidement. Premier exemple pour expliquer l'objet, il est évident, c'est les gaz à effet de serre. Donc je conduis ma voiture, mon véhicule thermique libère des gaz. À partir du moment où les gaz ont été libérés, par l'action de l'homme, moi qui conduis ma voiture et sa technologie, je perds la maîtrise des flux de ce gaz. Je n'ai aucune capacité, comme individu particulier, de contrôler le flux des gaz qui circulent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contrôler ? Ça veut par exemple dire je ne peux pas stopper le flux, il m'échappe, je ne peux pas l'orienter, je ne peux pas le faire revenir, je peux le mesurer, ça c'est vrai, mais difficilement, c'est-à-dire que je peux le mesurer au moment où ça sort, mais très vite, quand il va rejoindre d'autres masses, ça va être impossible de le réidentifier. Il va s'agglomérer à d'autres masses et il va créer les gaz à effet de serre qui ont l'effet de transformation sur le climat que nous connaissons. Voilà un exemple donc très simple qui concerne toutes nos activités quotidiennes à bien un titre et qui montre que l'homme, par sa technologie, provoque des flux qui lui échappent. Maintenant, je vais m'intéresser à 4 autres exemples, 4 sujets. Alors, il faut faire très attention avec ces sujets parce qu'il faut les donner dans un certain ordre, sinon ça peut évidemment devenir polémique. Je vais commencer par les personnes, je vais vous parler ensuite des données, je vais vous parler ensuite des capitaux et ensuite je vais vous parler des déchets. Ne voyez pas de lien entre la première proposition et la dernière. Dans mon énumération, évidemment, ça peut être choquant de parler de personnes et de déchets en même temps, puisqu'il s'agit évidemment de 2 sujets tout à fait différents. Alors, je vais là, de manière encore une fois vulgaire, présenter le phénomène de circulation qui échappe au contrôle des acteurs, ou d'un certain nombre d'acteurs, ou de tous les acteurs, dans une certaine proportion. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est un certain nombre de situations. Et pour ça, je vais commencer par les personnes. Alors, les personnes, on a évidemment des gros sujets comme la question des flux migratoires, qui est une question qui n'est pas récente, qui a toujours existé dans l'histoire, qui n'est pas uniquement localisée entre le Proche, le Moyen-Orient et l'Europe. Nous avons des phénomènes tragiques qui se déroulent au moment où nous sommes réunis dans cette salle, à la fois, par exemple, en Asie et à la fois en Amérique latine, pour ne prendre que ces 2 exemples-là. On a, dans ce dispositif de flux migratoire, spécialement en situation de crise, on a systématiquement l'hypothèse de l'échappement. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs qui existent, on a des murs, on a des gens qui croient aux murs pour barrer les frontières, on a des dispositifs européens extrêmement sophistiqués qui sont censés relocaliser les gens dans un certain nombre de pays pour que leur cas soit traité. Bref, on a imaginé des tas de dispositifs et tous ces dispositifs sont tenus en échec. Et ça a été démontré, plus vous mettez des contrôles, plus vous avez un contournement du contrôle. C'est systématique. Un contrôle égale un contournement du contrôle. Si vous créez 10 contrôles, vous aurez 10 contournements du contrôle. Vous aurez donc encore plus d'échecs du processus de contrôle que si vous n'en mettez pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre, je ne dis pas qu'il faut laisser les frontières ouvertes, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les murs. Mon propos est totalement neutre de ce point de vue-là. Je dis simplement qu'il y a une sorte de réalité qui veut que systématiquement, le contrôle entraîne une perte de contrôle, spécialement sur les flux migratoires. On peut prendre toujours sur les personnes d'autres sujets qui sont moins liés aux questions de migration, qui est un sujet très à part, très particulier et évidemment très difficile. Les autres sujets ne sont pas simples, mais j'en prends 2 exemples. Prenez la gestation pour autrui à l'étranger. On a des pratiques qui consistent pour des parents qui souhaitent avoir un enfant à recourir au service d'une mère porteuse à l'étranger. On a notamment ça en France, puisque la gestation pour autrui, comme vous le savez, est interdite en France. Donc ils vont qui aux États-Unis, qui en Israël, qui en Inde ou d'autres pays pour pratiquer ce genre de procédé de procréation. La gestation pour autrui, le traitement individuel juridique des cas de gestation pour autrui révèle que il est extrêmement difficile de contenir le phénomène. C'est-à-dire que le désir d'enfant est tel que vous avez beau mettre des tas de barrières pour empêcher les gens de vivre tranquillement cette aventure nécessairement à risque de recours à une mère porteuse à l'étranger, qu'ils le font quand même.
Voilà. Donc, on est obligé en France, aujourd'hui, sans entrer dans le détail, dans le traitement juridique de ces situations, un peu comme le fait accompli, de devoir traiter ces situations, et notamment la situation de ces enfants qui sont nés sous GPA, alors même que notre système est totalement opposé à la pratique. Le troisième exemple que je prends, c'est pour les personnes morales, ce qu'on appelle les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés. Il n'est pas difficile de comprendre que dans tous les processus d'évasion fiscale, qu'est-ce que fait le génie humain? Il crée des sociétés par système d'empilement, avec des connexions entre les différentes sociétés pour créer des flux financiers vers des paradis fiscaux. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire nous ne voulons pas que cet argent sorte, nous ne voulons pas qu'il y ait des sociétés qui soient créées offshore pour permettre ces flux? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on est en incapacité totale d'empêcher soit des délocalisations, pure et simple, soit d'empêcher des phénomènes de sociétés plus ou moins liées pour permettre des processus d'évasion fiscale. Voilà un premier exemple avec les personnes. Deuxième exemple, les données. Alors là, c'est évidemment remarquable, l'actualité foisonne. Je vais prendre un exemple très simple et un exemple plus compliqué. Imaginez, j'ai un blog, je mets sur mon blog le numéro de téléphone personnel de l'un d'entre vous. Cet un d'entre vous, si j'ose dire, me dit « tu dois retirer le contenu qui touche évidemment à ma vie privée ». Donc je m'excuse, j'ai fait une erreur, je retire bien sûr la page de mon blog. Je n'ai pas retiré l'information d'Internet. Pourquoi? Parce que dans l'intervalle, même s'il s'est déroulé 3 minutes, nécessairement que mon blog a été visité, récupéré par des moteurs de recherche, probablement que l'information a été captée par des serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs, quels qu'ils soient partout dans le monde. Et donc je n'ai aucune espèce de garantie qu'en enlevant le contenu de mon blog, je fais disparaître l'information qui, vous savez, Internet... c'est l'éternité, c'est une mémoire éternelle. On n'efface rien, il faudrait tout débrancher pour tout effacer. Et évidemment, ce scénario n'est pas souhaitable. Voilà un exemple très simple. Je prends des exemples maintenant qui sont très connus. Toutes les fuites, ce qu'on appelle en anglais les leaks, les phénomènes de fuite de données. Bon, il n'existe pas un jour sans que vous appreniez que des tas de fuites existent ou que des tas d'achats ou de rachats de données sans votre consentement existent. Bon, vous avez bien sûr en tête l'affaire du moment qui est Cambridge Analytica, qui est le dernier événement avec Facebook. Il y a eu les Panama Papers avant, et Wikileaks avant, etc. Bon, j'en passe, bien sûr. Donc c'est facile de comprendre ça. C'est facile aussi de théoriser ça, c'est-à-dire d'imaginer que, au fond, il existe une circulation des données qui représente le monde physique. Donc je prends un exemple très simple. Vous avez presque ou probablement tous ici des téléphones portables. Nous sommes physiquement sur le monde terrestre et en même temps, nous sommes dans une couche qui environne la planète, des petites lumières qui clignotent dans une datasphère, c'est-à-dire que quelqu'un a la possibilité de savoir que nos téléphones se retrouvent localisés au même endroit, au même moment, c'est-à-dire que nous existons dans une espèce de surcouche datasphérique en quelque sorte des données, et là ces données circulent, c'est-à-dire que sans que vous ayez donné votre consentement, il y a des gens qui sont en mesure de savoir que le téléphone qui a un numéro d'identification est localisé à tel endroit et qu'il est avec quelqu'un d'autre, et personne ne peut vous garantir au moment où je vous parle que cette information ne circule pas, et nous sommes certains qu'elle circule pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, liées à notre sécurité par exemple, ça c'est plutôt des bonnes raisons, ou mauvaises, l'exploitation de ces données pour en faire ensuite un commerce, un trafic ou je ne sais quoi d'autre. Les capitaux, pas difficile de comprendre que les capitaux circulent au-delà du contrôle de l'homme. Je prends 2 exemples, la crise de 2008, vous avez une valeur, l'homme crée un titre sur la valeur, un autre homme va créer un titre sur le titre, on va créer un titre sur le titre, on va créer un titre sur le titre, et ainsi de suite. On va empiler 40 titres sur la même valeur. Si votre valeur au départ devient défectueuse, et si ce n'est pas la seule, c'est l'hypothèse de la crise des subprimes en 2008, eh bien vous allez avoir un effet en chaîne de mouvements de capitaux qui vont créer la crise financière, et l'homme est incapable de retenir le processus. Pourquoi? Parce qu'il a créé un tel niveau d'empilement et d'enchaînement que
une pièce, alors ce n'est pas une pièce, c'est une conjonction de plusieurs pièces qui au même moment paraissent comme défaillantes, crée un phénomène de crise. Je prends un autre exemple, les monnaies, crypto-monnaies, le Bitcoin par exemple, avec les blockchains. Là aussi, vous avez un phénomène d'utilisation d'une technologie décentralisée, pas de pouvoir central qui est censé contrôler le tout. On considère que ça marche parce que c'est incassable, mais n'importe quel informaticien vous dit que ce n'est pas incassable, que bien sûr ces phénomènes de circulation peuvent échapper à un moment donné ou à un autre au contrôle de l'homme. J'ai interrogé des banquiers, des traders. Les opérations sur les marchés aujourd'hui se font par des ordinateurs, se font en nanosecondes, c'est-à-dire que vous avez des machines qui passent des ordres et des contre-ordres en permanence pour la même demande et puis qui raflent de l'argent quand les différences de cours leur permettent de rafler de l'argent. Donc l'homme est incapable de cliquer aussi vite pour obtenir le même type de résultat. C'est la machine qui le fait. Nous savons que des machines sont capables de créer leur propre langage entre elles, un langage qui est inaccessible à l'homme, et que par ce langage inaccessible à l'homme, elles vont définir des stratégies qui sont totalement hors de contrôle de l'homme. C'est ça le monde de la finance aujourd'hui, c'est comme ça que les choses fonctionnent, parce qu'on a toujours besoin que ça aille toujours plus vite, pour évidemment aller plus vite que le concurrent et gagner la mise, là où le concurrent aura mis un peu plus de temps pour le faire. Reste un dernier sujet, et je vais finir les généralités, les déchets. Alors il y a des sujets simples, je suis bricoleur du dimanche, j'ai un peu d'amiante chez moi, parce qu'à une époque il y avait de l'amiante partout. Plutôt que de faire traiter cette amiante par un organisme spécialisé, ce qui coûte de l'argent, je mets ça sagement dans ma poubelle ou dans la poubelle du voisin, ce qui est moins bien, évidemment. La benne à ordures passe, domestique, ramasse le déchet. Et donc là, j'ai un flux d'amiante qui est hors contrôle, c'est-à-dire que les dispositifs de traitement des déchets domestiques sont incapables d'intervenir pour éviter une contamination liée à l'utilisation de ce type de déchets qui ne devrait pas être présent. Je prends de manière générale l'exemple de tous les trafics à propos des déchets qui circulent parfois légalement, donc on ramasse des subventions publiques pour les traiter, sauf qu'on ne les traite pas, on va les faire passer dans un circuit parallèle, mafieux, qui va permettre de générer de l'argent, on va le refaire remonter, le même déchet qui aura déjà touché de l'argent une fois, dans le circuit public, il va retoucher une subvention et on va refaire le coup une deuxième fois et ainsi de suite. Et comme ça, on crée des économies extrêmement lucratives qui traitent sur une circulation incontrôlée, y compris pour les mafieux. Il ne faut pas croire que les mafieux contrôlent tout. Ils perdent aussi une part du contrôle de la situation qu'eux-mêmes ils provoquent. Toujours sur les déchets, un exemple remarquable, c'est les plastiques et bien sûr la constitution de ce qu'on appelle le 6e continent dans le monde, c'est-à-dire le fait qu'il y a tellement de déchets qui circulent qu'aujourd'hui des îlots de plastique de plusieurs kilomètres carrés se forment dans le golfe du Mexique ou dans la mer de Chine. Donc on va avoir de nouveaux territoires qui vont être créés par le génie humain qui, à force de balancer les plastiques n'importe où, perdra totalement le contrôle de ce qu'il aura libéré dans la nature. Voilà tous ces exemples. Alors ces exemples ont un point en commun, traité de manière très rapide, c'est qu'ils sont intéressants parce que la circulation est consubstantielle à l'objet. C'est-à-dire que moi je parle d'objets qui par nature circulent. L'homme par nature il circule. L'argent par nature il circule. La donnée par nature elle circule. Le capital, s'il ne circule pas, si on le met dans un coffre, il ne rapporte rien. Donc par nature, il circule. Donc tous ces objets ont vocation à circuler, c'est leur mode de fonctionnement nécessaire. Et cette circulation, qui est encore une fois à l'origine provoquée par l'homme, à un moment donné, alors pas tout le temps, bien sûr, pas dans tous les scénarios et dans tous les contextes, mais peut échapper à son contrôle, dans une proportion qui peut être faible, qui peut être très importante, qui peut être totale, qui peut être provisoire, peu importe, on a tous les scénarios, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on imagine que l'homme puisse perdre le contrôle sur ces situations de circulation qu'il provoque. Voilà mon scénario de départ. Donc, si je fais une petite pause dans ma présentation, je pense, sans entrer dans la discussion pour ne pas casser le déroulé de la présentation, je pense que vous comprenez aisément le phénomène que je vous décris. C'est-à-dire que, pas la peine d'être un spécialiste, et je ne suis pas un spécialiste, des déchets, des données, des questions migratoires, des questions de mouvement de capitaux.
je me suis intéressé à des gens qui travaillent sur le sujet, mais bon, de manière vulgaire, je vous décris quelque chose, et ce quelque chose représente pour vous une réalité qui vous paraît, je pense, exister. Elle existe, et pourtant, pour le droit, elle n'existe pas. Voilà. Mon problème, c'est que tout ça, tout ce dont je viens de parler, n'a pas d'existence à proprement parler pour le droit. Et donc mon travail, je vais rentrer là, je vais prendre ma casquette de juriste, mon travail, c'est d'essayer de le faire entrer dans la perspective du droit. Notez bien que cette démarche intéresse bien d'autres disciplines. Je travaille avec des gens de disciplines tout à fait différentes. Nous organisons après-demain et après-demain 2 journées avec 2 tables rondes internationales pluridisciplinaires et une session doctorale internationale pluridisciplinaire, donc avec des chercheurs d'un peu partout et de disciplines tout à fait différentes. Bon, évidemment, il y a des juristes dans une grosse proportion, mais ils ne sont pas les seuls. Et quand je parle, par exemple, de ce sujet à un philosophe, il comprend très bien ce dont je lui parle. Il voit très bien l'intérêt du sujet. Un historien aura des référents historiques de circulation qui ont échappé à l'homme de manière évidente. Un physicien, un spécialiste d'environnement, bref, des tas de disciplines sont capables de s'y intéresser. Alors là, moi, je ne suis que juriste, pauvre que je suis, et donc c'est avec cette casquette que je vais essayer de le faire. Mais le juriste a, n'oubliez pas, un avantage, c'est que le juriste n'est pas là pour rendre compte du réel, il est là pour fabriquer son propre monde. Il a une capacité à fabriquer son propre monde. Et vous allez voir que ça peut être intéressant d'avoir l'outil du droit, parce que le juriste est capable d'imaginer des solutions qui ne sont pas dans la réalité, mais qu'il fabrique de toutes pièces pour essayer de traiter cette réalité. Alors, qu'est-ce que fait le juriste ? Le juriste est un expert en catégories. En gros, le juriste, le plus gros de son boulot, c'est de prendre des choses qui se passent et puis de leur donner un nom, de les mettre dans une petite boîte qu'on appelle une catégorie. Et dans cette catégorie, il va y avoir un régime juridique qui s'applique. Donc on applique à la catégorie le régime juridique. Par exemple, si je dis que ce téléphone est une chose, bon ben, c'est le support d'un droit de propriété privée, et c'est celui qui possède, la règle de droit dit que celui qui possède cette chose en est le propriétaire. Si je dis que cette chose est bourrée de technologie, il y a des brevets, alors là je vais dire que ben, les brevets appartiennent à ceux qui les ont inventés. Qui les a inventés ? Ben, ce sont des salariés, probablement des salariés d'Apple, dans le cadre de mon téléphone, ou d'autres entreprises auxquelles Apple aura racheté les brevets. Quand j'achète un téléphone, je n'achète pas le brevet. Le brevet reste à la propriété de Apple. J'achète une chose corporelle, j'achète pas un bien qui comporte ce qu'on appelle des droits de propriété intellectuelle, qui reste la propriété d'une autre entité, en l'occurrence Apple dans mon exemple. Donc vous voyez, le droit prend la même chose et dit tantôt, ça c'est une chose matérielle, ça c'est comme une création intellectuelle, et donc va lui donner un régime juridique qui est associé à cette qualification. Donc, premier boulot que le juriste sait faire et que je vais m'employer de mener pour mon objet, il catégorise. Il crée des catégories et des régimes juridiques. Et ça, franchement, il est expert. Il est super fort, et il est d'autant plus fort qu'il peut créer les catégories qu'il veut. Hein. Dès lors que c'est dans la loi, qu'il arrive à faire passer ça dans la loi, il fait ce qu'il veut, il n'est pas tenu par le réel, en quelque sorte. Deuxième travail que peut faire le juriste, ça c'est beaucoup plus rare, le juriste peut faire un travail de déconstruction, reconstruction sur le discours. Alors là, il y a beaucoup moins de juristes qui le font. Ça, c'est réservé à des gens qui ont un regard critique sur le droit, c'est-à-dire qu'ils écoutent le discours du droit et ils disent « mais de quoi vous parlez là ? Ce dont vous parlez, ça n'existe pas, ça n'existe que pour vous. Est-ce que c'est normal que ça n'existe que pour vous ? Vous êtes-vous posé la question du sens des mots que vous employez ?» Et donc là, c'est un regard critique qui est plutôt réservé à des gens qui ont une vision théorique, qui sont capables de remonter à des constructions un peu théoriques et abstraites et à faire un travail de déconstruction. Alors je vais faire les deux, de manière, encore une fois, rassurez-vous, très simplifiée, mais la discussion peut permettre d'entrer dans certains détails, pour essayer de vous montrer quels sont les ressorts du juriste en quelques petits moments, une dizaine de minutes. Je vais m'immerger dans le droit. Alors, premier élément, l'élément de catégorisation. Il y a 3 choses que le juriste peut notamment faire. Je simplifie beaucoup mon propos. La première chose que le juriste peut faire, c'est essayer de plaider l'existence de ce qu'on appelle un risque
invisible. Les Anglais ou Anglo-Américains disent silent risk, un risque silencieux, un risque invisible. C'est quoi le risque invisible? C'est un risque qui existe. Alors un risque, c'est un état d'incertitude qui existe, mais dont personne ne parle. C'est ça le risque invisible. Pourquoi personne n'en parle? Parce qu'on ne le voit pas, personne n'est capable de le mesurer, ou parce que personne ne veut en parler. Alors je prends un exemple de risque invisible qui a défrayé la chronique. Je vais prendre l'exemple des chambres blanches, qui n'a rien à voir avec mon sujet. Vous connaissez cette expression? Ça vous dit quelque chose? Les chambres blanches, ce sont des chambres, des espaces complètement aseptisés, mais il n'y a plus aucun organisme vivant dans l'espace. Et on fait ça notamment en matière de haute technologie. Quand on assemble des composants de très haute technologie, on fait ça dans des espaces qui sont complètement aseptisés. Donc vous imaginez qu'on projette des produits chimiques hautement éradiquants dans ces espaces. Ensuite, des ouvriers ou des ouvrières assembleurs vont aller dans cet espace, assembler les composants. Et pour ce sujet, on s'est aperçu, mais avec 20 ans de retard, que les zones blanches, les chambres blanches, créaient systématiquement un taux anormalement élevé de fausses couches parmi les populations. Et on a mis énormément de temps à l'observer. Et le premier qui l'a vu, qui a pensé que c'était quelque chose qui était un risque qu'il fallait traiter, donc trouver des solutions évidemment pour traiter ce risque, pour éviter que ça continue ou pour réparer les conséquences qui étaient faites, a parlé de risque invisible. Pour le rendre visible, on dit que c'est un risque invisible. Il est caché, mais quelqu'un va le mettre au jour et dit ce risque est caché, mais maintenant il faut le voir. Alors si je ramène ça à mon objet, ou à mes objets, je ne suis pas dans l'hypothèse où le risque n'est pas visible au sens où je ne peux pas en parler. Encore une fois, c'est facile. Mais j'observe une chose, c'est que personne ne veut en parler. Alors, je vous rassure, je ne nourris pas la théorie du complot. Je ne pense pas que tout le monde m'est hostile. C'est pas, ça va, j'ai un état d'esprit, je crois, c'est ça. C'est pas la question. Mais si on y réfléchit, personne n'a envie d'en parler parce que chacun a une bonne raison de ne pas vouloir en parler. Alors, j'explique en 2 mots. L'école blanche, c'est-à-dire les gouvernants, publics ou privés, vont pas faire état de leur incapacité à gérer des flux, et donc de leur impuissance, et donc de leur inutilité. Les mafieux ne parlent pas de leur trafic. Les populations ont horreur du pire. Vous dites aux gens qu'il faut mettre de l'argent à la banque, mais que personne ne contrôle où va le pognon qu'on met à la banque. Vous imaginez, les gens ils mettent plus d'argent à la banque. C'est trop anxiogène. Et évidemment pour les données, et les déchets, et les autres sujets. Les questions migratoires qui sont également extrêmement anxiogènes. Et puis il y a aussi les scientifiques, je ne m'exclus pas du lot. Les scientifiques n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de parler de quelque chose qu'on ne mesure pas. Si vous n'avez pas la mesure du phénomène, les scientifiques ne savent pas en parler parce qu'ils ne savent pas le caractériser, le quantifier et donc ensuite le nommer. Bon. Donc il y a une espèce d'accord pour que personne n'en parle parce que chacun a une bonne raison de ne pas en parler. Et la première démarche va consister, ou peut consister à dire, on ne peut pas continuer à ne pas en parler. Parce que ça va nous mobiliser dans une proportion probablement de plus en plus importante, parce que de manière, au fur et à mesure que la biosphère s'effondre, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, eh bien, la technosphère va prendre le dessus, et donc dorénavant, demain, ce seront les effets de la technosphère qui, en premier lieu, échapperont à notre contrôle et qu'il faudra bien appréhender. Donc il faut essayer d'en parler, et en parler, pourquoi faire? Pour faire 2 choses. D'abord, on peut dire aux juristes, ou le juriste peut dire à la communauté, arrêtez de parler de contrôle. Arrêtez de dire dans la règle de droit qu'il faut contrôler. Ça ne sert à rien de dire que X contrôle, puisque personne ne contrôle rien. Donc, renverser la perspective. Et renverser la perspective, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne cherche pas dans le droit à dire qui contrôle, on cherche dans le droit à dire qui supporte le défaut de contrôle. C'est un discours complètement inversé. Alors je prends un sujet parmi d'autres, les données. On va avoir une nouvelle réglementation européenne sur les données qui entre en vigueur le 28 mai prochain. Le discours du droit européen aujourd'hui, très largement, c'est le contrôle. Alors que nous savons, tout le monde sait que les données circulent dans une proportion incontrôlée extrêmement grande. La proposition que je fais est de dire, arrêtez de dire vous devez contrôler, mais dites vous devez supporter le risque d'un défaut de contrôle.
Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour moi. J'ai un compte Facebook, je mets des données sur Facebook, je dois assumer une part de perte de contrôle. Je dois savoir que si je mets une donnée sur Facebook, je perds le contrôle partiel, pas tout à fait total, mais partiel sur cette donnée. Et donc ça change complètement les approches. Hein, puisqu'on arrête de parler de quelque chose qui n'existe pas, on essaye de se rapprocher de quelque chose qui existe. Toujours dans cette idée, il faut... Alors, vous allez me dire, comment voulez-vous convaincre des chefs d'État? Est-ce que notre Macron national va être capable de faire un discours pour dire mes chers concitoyens, je ne contrôle rien de tout ce qui circule? Vous imaginez, c'est impossible. Alors, bien sûr, il faut quand même ménager les postures des uns et des autres et ne pas créer de l'angoisse inutilement pour tout le monde. Mais c'est là où le droit est magique. Pourquoi? Parce que le droit va pouvoir dire que vous contrôlez même quand vous ne contrôlez pas la situation. Je prends un exemple. Vous avez une loi sur les accidents de la circulation qui a été votée en France en 1985. Vous avez un véhicule, il est assuré. Vous faites voler le véhicule. Il y a un accident. Qui est responsable? Vous savez? C'est le voleur ou c'est vous? C'est le propriétaire. Alors, on dit le gardien du véhicule, qui est généralement le propriétaire, il y a des cas un peu compliqués qui peuvent s'intercaler, qui est responsable. Vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que fait le droit ici? Il ne dit pas que celui qui est responsable est celui qui contrôle. Si on m'a volé ma voiture, je ne contrôle pas ma voiture. J'ai perdu le contrôle de ma voiture. Eh bien, le droit s'en moque et il dit, vous continuez juridiquement, théoriquement, à contrôler. Alors vous voyez, mais c'est scandaleux. Mais non, c'est pas scandaleux, parce que derrière, il y a une assurance, qu'elle est obligatoire, que si vous n'êtes pas assuré pour une X ou Y raison, il y a un fonds de garantie. Bref, il y a un système de collectivisation du risque qui fait que derrière, il y aura toujours un tiroir caisse pour payer le drame de l'accident qui handicape quelqu'un à vie, par exemple. Voilà, pour prendre cet exemple tragique. Donc, vous avez une capacité du droit à dire que c'est sous votre contrôle, alors même que vous ne contrôlez rien. Et ça, c'est une grande force du droit, de pouvoir faire ça. Parce que le juriste comprend que, bien sûr, la situation est hors contrôle, mais il va redéfinir le périmètre de contrôle, non pas en raison d'un contrôle réel sur la chose, mais un contrôle théorique. C'est une vision purement théorisée du contrôle, ce que fait le droit déjà. Mais le droit ne le fait pas pour les objets dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce que pour le droit, encore aujourd'hui, on part du principe que oui, bien sûr, on contrôle les flux migratoires, les flux d'argent, les flux de données et les flux de déchets, ce qui est absolument faux. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple que le droit peut essayer de catégorisation par le droit, sans entrer trop dans le détail, mais c'est un exemple important. Le droit peut essayer de distinguer deux objets de traitement. L'objet de l'unité qui circule et l'objet de la masse qui circule. Dans ces sujets que j'ai décrits, il y a une sorte de confusion permanente entre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'unité donnée qui circule ou des masses de données? Est-ce qu'on parle de l'unité individu qui circule ou de la masse des migrants? Est-ce qu'on parle de l'unité du déchet ou de la masse des déchets? Et idem pour les capitaux. Actuellement, la plupart des constructions juridiques portent sur les unités. Par exemple, pour la donnée, on va dire la donnée est un élément de la vie privée protégé au titre de la vie privée et donc de ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Il faudrait que le droit comprenne que des fois il parle de l'unité et des fois il parle de la masse. Et que la masse, ce n'est pas la somme des unités, mais c'est autre chose. Je prends un exemple. Vous avez la donnée liée à une information personnelle. Donc, monsieur, madame X réside à tel endroit, fait tel usage de telle chose, ça c'est une donnée à caractère personnel. Si la donnée est utilisée, agglomérée à d'autres, si elles sont anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne sait plus de quelle personne il s'agit quand on les a regroupées, et si en traitant la masse de données, on sort de nouvelles données, ce qu'on appelle le big data, on sort de nouvelles informations, on crée une nouvelle donnée qui ne permet pas de rétablir le lien avec une personne individuelle, eh bien vous avez un deuxième objet qui est différent du premier. Le droit doit être capable de traiter parfois la donnée comme unité rattachée à une personne et parfois la donnée comme le produit d'une masse. Mais ce travail-là est très compliqué parce qu'il faut en parallèle
gérer la situation individuelle avec des fois des droits fondamentaux. Prenez les migrants. Hein, vous avez un arsenal de droits fondamentaux assortis au statut du migrant individu qui circule. Et puis vous avez à gérer des problèmes de masse, avec évidemment tous les risques de connotation que peut recouvrir ce thème, mais qui existent et qui parfois appellent des règles juridiques légales, je ne parle pas de pratiques illégales, qui traitent l'entité dans sa masse. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore de manière systématique. Le droit a une capacité, vous voyez, c'est très élaboré, de construire des raisonnements à des niveaux différents. Je vais terminer sur le dernier point, qui est la question du discours. Rapidement, vous avez, nous sommes dans un environnement où il existe plein de règles sur la circulation. Vous avez le droit du libre-échange, qui organise les échanges entre les États avec des accords de libre-échange, le CETA par exemple, qui a fait parler beaucoup de lui récemment. Vous avez bien sûr les libertés européennes de circulation dans l'espace européen. Vous avez dans chaque droit national des règles sur la circulation, le droit d'aller et venir par exemple des personnes. Et ce qui est frappant, c'est que les juristes ont récupéré ces discours qui viennent en gros de l'économie politique, hein, pour faire simple, et ils les ont récupérés sans jamais les reconsidérer. C'est-à-dire que le juriste dit « Ah bah oui, il faut que ça circule », alors il trouve des solutions pour que ça circule. Mais pourquoi ça circule? Au bénéfice de qui ça circule? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, le juriste ne s'intéresse pas à ces questions-là. Il laisse ça aux politiques, aux économistes, aux sociologues, aux anthropologues, aux philosophes et à qui vous voulez d'autres. Et ça, c'est la tragédie du juriste, si j'ose dire. C'est-à-dire que le juriste vit dans un monde déconnecté du réel, des réalités qui peuvent être saisies par le réel. Et c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que le juriste pourrait intervenir sur ces sujets. Alors, par exemple, le juriste n'a rien à dire, c'est vrai, sur est-ce que la mondialisation, c'est mieux ou c'est moins bien pour les gens. C'est vrai que le juriste a beaucoup de mal à dire ça, c'est une opinion qui va relever d'une analyse économique, politique, sociologique, tout ce que vous voulez, mais qui est assez faiblement juridique. Oui, mais ce que le juriste peut faire, c'est mettre en musique, en droit, ces discussions sur la valeur. Et si par exemple on dit ça ne circule que si ça profite au plus grand nombre, évidemment je fais une grande simplification, eh bien le juriste sait mettre ça en musique. C'est-à-dire qu'il sait derrière créer des raisonnements, des procédures, des méthodes d'approche du phénomène pour que le sens qu'on veut donner au phénomène soit au cœur de la construction du droit. Et donc, il faut que les juristes ne soient pas extérieurs à ce type de discussion. Il faut que les juristes soient capables de pénétrer ces discussions. Or, l'attitude aujourd'hui très générale est de dire « laissons ça aux autres, ce n'est pas du droit. Nous, on s'intéresse aux problèmes qu'a posteriori, une fois que ça devient du droit. » Non, le juriste doit participer à ces discussions, doit comprendre quelle est la place qu'on donne à des questions de valeur, à des questions éthiques, à des questions de sens. C'est indispensable si on veut sortir de l'isolement dans lequel nous sommes le plus souvent. Alors ça, c'est peut-être qu'un problème de juriste, hein, mais ce n'est pas qu'un problème de juriste. Le juriste a une force que n'ont pas les autres disciplines. Il est capable de terminer un raisonnement. Il est capable à un moment donné de dire, ben voilà, la situation c'est ça et c'est plus ça. Voilà, il n'y a que le droit pour faire ça, hein, pour dire, voilà, je juge quelqu'un et la vérité, c'est ça et c'est pas autre chose, même si ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc nous avons une force, nous sommes un vecteur de prise de décision extrêmement précieux. Encore une fois, aucune autre discipline n'a véritablement avec cette même efficacité. Et donc nous devons utiliser cette arme avec une sorte d'intelligence des situations que nous avons à approcher. Et ça suppose un dialogue entre les disciplines. Une approche donc nécessairement pluridisciplinaire. Et c'est bien une des vocations de mon projet. Voilà, je vous remercie.